Sarah, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ici au cœur du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole. Vous êtes autrice, illustratrice, plasticienne et réalisatrice. Vos premiers albums pour la jeunesse sortaient dans les années 90. Alors racontez-nous s'il vous plaît votre parcours, votre formation et puis ce qui vous a emmené à la littérature jeunesse. Alors, j'ai toujours travaillé dans la presse, un peu comme rédactrice au début, et très vite je me suis orientée vers la maquette et le graphisme. Et donc j'ai travaillé longtemps comme graphiste dans la presse jusqu'au moment où les choses se sont informatisées. Et à ce moment-là, j'avais quelques frustrations. Et donc je me suis... je suis passée au papier déchiré. Ouais. Tant qu'à faire. Voilà. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai fait des albums. C'est aussi parce que je me posais beaucoup de questions sur l'image. J'étais souvent confrontée dans les journaux au fait que les gens pensaient que pour illustrer un article sur l'aviation et l'augmentation des prix des places, il suffisait de mettre un avion qui montait sur une courbe. Et ça me semblait très démonstratif et pas du tout ce que je pensais de l'image. C'est-à-dire que pour moi, une image est d'abord évocatrice. Donc, à cause de ça, je me suis posé beaucoup de questions jusqu'au jour où, troisième élément qui est intervenu, c'est un jour où je n'avais plus d'essence de térébenthine, je pense, ou d'huile de lin, pour faire de la peinture, ce que je faisais le week-end. C'était l'époque où on n'avait pas de carte bleue. Donc, quand vous n'aviez pas de l'argent, du liquide, vous étiez obligé de payer en chèque. Et en chèque, il fallait une certaine somme. Donc, c'est un monde disparu. Maintenant, c'est facile de trouver de l'argent. Et donc, je rentrais chez moi après mon travail. J'ai cherché ce que j'avais et j'avais du papier. Et donc, je me suis mis à déchirer du papier. Vous diriez que c'est la littérature jeunesse qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi la littérature jeunesse ? Je pense que c'est l'éducation nationale qui m'a choisi. Ce qui est amusant parce que j'ai toujours détesté l'école. Donc c'était une sorte de rencontre qui n'aurait jamais eu lieu d'être si j'étais resté dans autre chose que l'album jeunesse. Parce que la première fois que j'ai fait la tournée des éditeurs sur le conseil d'une de mes collègues de travail, j'en ai vu une vingtaine qui m'ont tous dit c'est très beau mais c'est impossible de publier des livres sans texte, en noir et blanc, etc. Et en plus en papier déchiré. Donc c'est un professeur du primaire qui était devenu éditeur et qui a décidé de faire mes livres. Et ensuite, c'est l'éducation nationale qui les a complètement soutenus. Oui, belle rencontre. Alors, dès les tout premiers titres, je pense à travers la ville, dans la gueule du loup, vous utilisez cette technique qui est devenue votre signature, votre patte, votre identité, celle du papier déchiré. Vous venez de nous raconter comment vous avez rencontré cette technique et c'est fascinant, en fait. Et finalement, vous avez inventé un langage, en fait. À l'instar d'un Claude Ponty, qui lui a inventé un langage avec les mots, qui lui est tout à fait propre aujourd'hui, à l'instar d'une Marie-Aude Murail, qui a un jour comme ça décidé qu'on allait pouvoir parler de tous les sujets dans les romans, tant que c'était fait avec intelligence et talent. Vous avez inventé ce langage avec cette technique de papier déchiré et collé, qui suscite, sans texte le plus souvent, des émotions, qui conduit à imaginer une narration qui surprend d'ailleurs, enfin, vous nous surprenez au travers justement dans la lecture de ces images, et je dirais que c'est encore plus juste aujourd'hui, ça recoupe complètement ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la presse. Vous jouez avec les couleurs. Comment, justement, chaque album
a très peu de couleurs. Sauf certains, mais voilà, sauf certains, ouais. Dans Éléphant, par exemple, on est dans les tons de sable, de gris, de vert, de rose rouge pour moi ce que j'ai défini comme étant une hyène. Comment elle s'impose ces couleurs en fait? Alors, je pars des couleurs, c'est-à-dire que je vais pas, normalement, j'ai pas une idée d'album, j'ai pas un scénario. Je vais avoir plutôt une atmosphère que j'ai envie de créer, et je vais aller dans les magasins chercher du papier, regarder la matière, regarder comment il se déchire, et je vais poser ça sur ma table et je vais laisser les images monter. Par exemple, pour le loup, voilà, le gris que je trouvais très beau, je l'ai accompagné de noir et de quelques autres couleurs. Et c'est en le déchirant que j'ai vu une forêt, et donc, et ensuite un loup. Et je me suis amusée à faire ces loups avec des têtes noires et des yeux jaunes. Et ensuite, ce loup qui se glisse dans la forêt. Et l'histoire est créée peu à peu. Mais je ne vais pas commencer avec un scénario. Ça veut dire que le temps est important aussi dans la construction de vos albums, en fait. Beaucoup. Il me faut beaucoup de temps. Parce que je ne démarre pas avec un chemin de fer dans lequel je dessine les choses, etc. Ça vient en dernier. Et si ça vient, d'ailleurs, c'est pas forcément pas forcé que ça vienne, mais... De la même manière, c'est en jouant avec les perspectives que vous parvenez à susciter l'émotion sans utiliser le moindre mot parfois. Si je prends par exemple À travers la ville, on peut ressentir une peur qui est aussi nourrie peut-être par les zooms et dézooms sur la position de l'homme, par exemple. Oui, oui, parce qu'il s'enfonce dans la ville très solitaire, et dans une ville noire avec des fantômes d'immeubles. Et en fait, cette histoire, justement, c'est la première fois que je faisais un album en papier digéré, celui-là. Et donc, je trouvais en fait, au bout d'un moment, m'est venue l'idée que cet homme que j'étais en train de dessiner, de faire en papier déchiré, en cherchant comment j'allais le construire, etc. Et je me suis souvenu d'un clochard de 25 ans avant, qu'avec des amis, on avait rencontré boulevard Sébastopol. Il était assis sur un banc avec son chat, qui était un magnifique chat blanc, et il regardait les passants avec un sourire ébloui. Et donc nous s'étions arrêtés, on était tout jeunes, on s'était arrêtés pour admirer son chat. Et ensuite, on était repartis faire notre occupation préférée, qui consistait à aller prendre un café au bar et à jouer au flipper. Et il nous a suivis, en fait, pour que de nouveau nous montrer son chat. Et donc, voilà, on était émus par le patron du bar. Il lui a demandé de partir, parce que c'était quand même... et je me suis... c'était quand même pas son habitude, il n'avait pas envie que ses clients fuient le clochard. Et du coup, on a... quand je faisais je me suis souvenu de cet homme. À la fois... Et du coup, j'ai raconté sa grande solitude, sa grande misère, probablement à des tas de points de vue. Et du coup, ça m'a donné cette idée de raconter sa rencontre avec ce chat. C'est fou parce qu'en fait, cet album, typiquement, en fait, quand je l'ai lu, j'ai percuté à quel point il était moderne dans sa dimension de lecture de l'image. On en est à une époque où on est tellement assailli par l'image, détournée de son sens, réutilisée, qu'on doit réapprendre aux plus jeunes. Ça me semble une nécessité. Mais même aux adultes. Mais bien sûr, mais commençons par la base pour pouvoir arrêter de perdre du temps si on y arrive. À quel point ce qu'on croyait être une peur ou une angoisse ou la source du mal est en fait une grande source
peut-être de solitude et à la fin de réconfort, puisque l'album se termine, ce magnifique moment de tendresse entre cet homme et ce chat. C'est résolument moderne, cette démarche-là. En fait. Et ça recoupe ce que vous disiez avec à un moment donné, votre rupture avec la presse. Oui, mais les questions que je me posais sur l'image, le rôle de l'image dans la presse. Et effectivement, ça a été l'occasion pour moi de réfléchir à justement le rôle de l'image dans les médias et la nécessité en fait d'apprendre pour moi et pour beaucoup de gens, je pense, à faire la différence entre les émotions provoquées par les images et ce qu'on va dire avec des mots. Et on s'aperçoit qu'on ne regarde jamais les images qu'on voit, elles sont toujours commentées. Vous avez toujours, même dans les journaux, une légende qui va vous dire ce que c'est. Et travaillant dans la presse, je savais très bien en quoi les images sont très manipulées. Il y a des images célèbres qui ont été utilisées sur un plan idéologique pour prouver ceci ou cela. Et donc, dont une en particulier qui représentait un homme derrière des barbelés et très maigre. Et donc, c'était pour prouver qu'il y avait des camps de concentration dans ce lieu-là et que voilà, les méchants étaient d'un côté et les gentils de l'autre, comme fait la presse et les médias habituellement. Et en réalité, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était une barrière dans laquelle étaient les soldats de l'ONU. Et il y avait un village pas loin, et les gens, cet homme du village venait tous les matins prendre son café et fumer une cigarette avec les soldats de l'ONU. Donc c'était l'image, la réalité de l'image était le contraire. Mais le cadrage et la phrase qu'on met dessous lui donne d'autres informations. Et il y a régulièrement des images comme ça. Complètement. À quel moment de votre travail, de votre œuvre, vous avez compris que cette technique, celle du papier déchiré, celle de cette couleur, celle de la place de l'image, son recadrage, devenait un langage, le vôtre, et que ça allait devenir votre travail, en fait? Alors, je pense que c'est dès la première fois que je l'ai fait. C'est-à-dire que quand vous utilisez souvent du papier déchiré, vous allez l'utiliser comme décor, comme vous allez prendre, comme outil pour représenter. Donc, comme quand vous faites de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile, vous allez mélanger les couleurs, vous allez faire un travail technique. Là, c'est la première fois que je l'ai fait. Je me souviens, j'ai déchiré le bord du chapeau de l'homme. Et en déchirant le papier et en le bougeant dans ma page, sur mon fond noir, j'essayais de trouver le meilleur endroit, celui qui était le plus parlant, donc avec ce monsieur derrière. Je l'ai refait plusieurs fois s'éloignant. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était très simple, c'était comme un langage. C'était un langage, c'était un stylo, en fait, avec lequel vous écrivez. Et donc, quand je fais des ateliers avec les enfants, c'est ça que je leur apprends. C'est qu'ils déchirent et tout d'un coup, on n'a pas besoin de représenter. On fait des formes très simples et à ce moment-là, tout l'effort va être mis dans le fait de raconter et non pas dans le fait de construire une image qui va représenter quelque chose. C'est en ça que j'appelle le langage de l'image. Et du coup, on crée sa propre grammaire et son propre vocabulaire, ne serait-ce que par les couleurs. Par exemple, là, si je prends éléphant, l'intérieur du livre, j'ai remarqué qu'avec les enfants, ça marche tout de suite. C'est-à-dire que quand vous leur montrez le livre,
on est dans des couleurs pastel, et tout d'un coup, on a le rouge qui arrive. Oui. Je le montre, non ? Oui. Comme ça. On a le rouge qui arrive. Et là, il n'y a aucun problème. Tous les enfants comprennent que le danger arrive. Voilà. Et le danger, ça va être les loups qui viennent derrière. Oui. Donc, c'est ça le langage de l'image. Oui. C'est-à-dire que vous avez presque besoin de rien du tout. Quand on tombe sur les albums tels que Le Chat des collines, par exemple, ou encore Je suis amoureux, pour ne citer que, en fait, on tombe sur du texte cette fois. Oui. Comment et pourquoi choisissez-vous sur certains albums la présence du texte ? Est-ce que cela tient réellement à ce dont vous aviez envie et besoin pour ces albums-là, ou est-ce que ce sont des contraintes éditoriales aussi ? Ce sont en général une demande de l'éditeur à laquelle je souscris volontiers, parce que c'est pas un problème. J'aime bien écrire, j'ai écrit beaucoup, mais parce que vendre un livre sans texte, c'est très difficile pour un éditeur. Donc, par exemple, Thierry Magnier le fait volontiers, mais je pense qu'il le fait volontiers aussi parce qu'il est en mesure de le faire. Oui. Il a pris sa retraite. Et par exemple, mais ça m'est une libraire pour vous montrer les difficultés, une libraire de Lyon m'a raconté qu'un jour, il y avait une maman qui arrive avec son petit garçon, et son petit garçon, en lui disant de choisir un livre, et son petit garçon prend Éléphant. La maman feuillette le livre et dit « mais il n'y a rien dedans ». Et ça, c'est une expérience que j'ai souvent quand je suis dans les salons. Il y a des petits-enfants qui viennent. Il y en a un, je me souviens, de 5 ans, qui avait acheté à quai, qui avait voulu acheter à quai. Il était avec sa grand-mère, qui me regarde et me dit « je ne comprends pas ». Il veut absolument ce livre. Je ne comprends pas ce qu'il y a dans ce livre. Voilà. Donc, c'est un langage d'abord qui touche les enfants, mais qui touche aussi des adultes, mais pas tous. Puisque mon premier salon de Montreuil, j'étais sur une petite table à l'entrée, et un monsieur arrive, feuillette, et part en haussant les épaules. Donc bon, c'est ma première expérience. Toujours sympa dans les salons, des grands moments de solitude. Oui, grands moments de solitude. Pas grave, parce qu'une dame arrive après et s'arrête devant moi et me dit « ce livre m'a bouleversé et il a été très important pour moi, je le trouve super ». Voilà. Donc c'était caractéristique de ce qui allait m'arriver dans toute ma vie, c'est-à-dire les gens qui ne voient pas du tout de quoi il s'agit et d'autres qui sont entraînés dans l'image et qui réagissent et ressentent tout à fait ce que je veux dire. Donc, c'est ça. C'est normal. D'ailleurs, on n'est pas tous fait pareil. Exactement. C'est bon signe. Oui. Dans bon nombre de vos albums, je pense à Travers la ville ou Le Chat des collines, Éléphant ou encore Je suis amoureux, pour ne citer que, on trouve au centre de vos albums le règne animal. Et c'est une figure éminemment importante dans votre œuvre. Qu'est-ce qui vous a conduit à les utiliser autant, à les mettre autant sur le devant de la scène ? Alors, qu'est-ce qui vous permet ? Pourquoi ? Alors, je répondrai de 2 manières. Premièrement, sur le plan personnel, j'ai eu un chien que j'ai adoré, et mes enfants ont eu des souris que j'ai pu observer, et donc m'approcher beaucoup du fait que, en particulier les souris, que chaque souris a une personnalité et différente. Et l'autre chose que je dirais, c'est une recherche que j'avais faite à Nantes avec des bibliothécaires. On avait fait une recherche sur les livres qui parlaient du loup. On avait feuilleté par groupe une 50aine de livres et on les avait regroupés. Et on s'était rendu compte que presque la moitié des livres parlaient du loup qui est le méchant loup, et presque l'autre moitié parlait du loup qui est un gentil loup et qui veut se faire aimer malgré tout. Et il y en avait très peu qui parlaient du loup. Donc je pense que les 2 exemples, enfin les 2 motifs que je vous donne expliquent, c'est-à-dire que en fait c'est la personnalité de l'animal et la reconnaissance du fait qu'il a il a des sentiments, il a
il a une pensée, en fait, comme nous, même s'il n'a pas la même. Et il n'a pas les mêmes outils que nous, mais il en a. Et mon expérience avec ma chienne, en particulier, m'a montré bien souvent sa pensée, en fait, sa réflexion, et des possibilités, des capacités que les animaux ont, que nous n'avons pas, nous, forcément. Donc, on s'aperçoit, par exemple, tous les gens qui ont un chien savent très bien que de temps en temps, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent pour aller donner à manger au chien. C'est parce que le chien les regarde en pensant « tu peux me donner à manger ?» et qu'ils ont compris. Quand bien même ils étaient en train de repasser ou de faire les cuisines ou de faire autre chose. Et c'est rigolo parce que c'est aussi un peuple, on va l'appeler comme ça, mais qui n'utilise pas le langage finalement. Ah bah, un autre en tout cas. Il ne remplace pas le nôtre. Mais quand vous vivez avec votre chien, eh ben, vous savez exactement ce qu'il dit quand il s'exprime avec sa voix. Oui. Donc, et l'autre exemple que je donnerais justement de cette capacité des chiens à vous parler à un niveau que vous ne saisissez pas et qui vous... C'est très émouvant parce qu'on se dit on pourrait être en relation avec les êtres humains à ce niveau-là. On ne l'est pas. La plupart du temps, ou rarement. On est très peu nombreux, ou très peu de gens l'ont. Un jour, j'étais en vacances, à un endroit, il y avait une maison qui était un peu en hauteur, et en bas, il y avait un plan d'eau avec des barques. Et j'y étais depuis 15 jours, et la petite chienne allait régulièrement faire le tour du plan d'eau pour voir s'il n'y avait pas des mulots à croquer, ou des choses comme ça. Et il y avait beaucoup de buissons et de choses comme ça. C'était pas hyper bien entretenu, c'était il y a longtemps. Et à un moment, tout d'un coup, je lâche tout ce que j'étais en train de faire et je descends à la recherche de ma chienne, alors que d'habitude, je ne faisais jamais ça. Je savais qu'elle allait remonter une demi-heure après. Il n'y avait pas de problème. Et donc, quand je regarde au bord de l'eau, je ne la vois pas. Donc, je cherche et tout d'un coup, je l'aperçois qui remuait sa petite tête, mais qui n'avançait pas. Donc, très inquiète, je me dis, est-ce que je vais aller à la nage ou en barque, la chercher? Je me dis, en barque, j'aurai plus de force. Donc, je prends la barque qui était là et je vais la chercher. Et là, je la vois, elle nageait, mais elle n'avançait pas. Et donc, je l'attrape par la peau du cou, et à ce moment-là, je m'aperçois qu'elle était accrochée, comme c'était un setter anglais, elle avait de longs poils, elle était accrochée à une énorme ronce, grosse comme ça. Donc, j'arrache la ronce en me disant que je vais lui arracher le ventre. Pas du tout, j'ai juste arraché quelques poils. Je la mets dans la barque, je la ramène au bord, et à ce moment-là, je le vois qui descend, se remet à l'eau, fait un tour et remonte. Comme si elle se disait, qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer? Et qu'elle voulait vérifier que maintenant qu'elle était sortie de là, elle pouvait recommencer à avancer dans l'eau, comme elle avait l'habitude. Et donc je me suis dit deux choses. Premièrement, un chien, ça pense, ça réfléchit, ça évalue les choses. Et deuxièmement, elle m'appelle en fait. Oui, vous êtes connecté, enfin vous êtes relié par autre chose. Par autre chose. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez constaté aussi que ces animaux étaient peut-être mieux compris encore ou de façon plus attentive par les enfants et que pas spécialement. Pas spécialement. Non. Je pense que, par exemple, je vois dans la vie de tous les jours, dans la rue, etc., il y a des enfants, surtout quand ils ont eu des animaux, mais pas forcément, qui repèrent, qui sont tout de suite dans la relation avec un animal, mais je ne sais pas du tout à quoi ça tient. Je ne sais pas si c'est une éducation ou un instinct chez les êtres humains, ou comme mon fils, par exemple, qui me ramenait régulièrement des pigeons dans son pull, parce qu'ils étaient malades. Donc on se retrouvait des pigeons malades à la maison, c'était un peu difficile. Et
et d'autres enfants qui vont tout de suite prendre une pierre pour leur lancer. Et ça, oui, qui vont utiliser un chien en lui demandant d'obéir au quart de tour, ou vont avoir très peur des chiens, par exemple. Et les raisons de ça, je les ignore complètement. Je ne sais pas si c'est l'éducation ou autre chose. En lisant un certain nombre de vos albums, j'ai trouvé que certains se faisaient particulièrement écho les uns aux autres. Et pour avoir la chance de rencontrer souvent des auteurs de romans, on sait que parfois ils n'en ont pas fini avec un personnage et qu'ils écrivent d'autres romans qui n'ont rien à voir avec les précédents, mais dans lesquels on peut retrouver des personnages. Par exemple, j'ai trouvé que À travers la ville et Elle et moi se faisaient particulièrement écho. Est-ce que vous diriez que il y a quelque chose du même ordre, en fait, c'est-à-dire ne pas avoir fini de travailler un matériau et d'avoir besoin de le reprendre encore? Je pense que dans mes albums, il y a beaucoup de thèmes communs. Il y a le thème probablement de la solitude. La personne qui voilà, est souvent avec un animal, derrière, souvent dans un quai, c'est la même chose. Et je pense que voilà, c'est un thème qui va revenir régulièrement dans mes albums. Et donc à quai en est un particulièrement, parce que vous allez avoir le capitaine, le chien jaune et la dame en rouge. Et je pense que c'est une réflexion qui correspond à une réflexion sur la pensée d'un côté, sur l'émotion de l'autre, et sur et le jeu entre les deux, et le cœur en troisième. Donc une sorte de triangle. Le triangle. Que je pense qu'on retrouve beaucoup dans mes albums. Un questionnement, en fait, là-dessus, qui m'intéresse beaucoup, en fait, et qui va, d'ailleurs, avec la langue de l'image, qui va être le langage de l'émotion. Oui. Et je pense que ce qu'il y a derrière, c'est le fait que la question que je me suis toujours posée, je pense, toute petite, c'est la vérité du langage. Et donc, j'ai toujours cherché dans l'image quelque chose d'autre pour m'apercevoir que l'image était la même chose, c'était une construction. Comme par exemple, quand vous regardez un documentaire sur un sujet, ou vous regardez une émission de télé, ou une image, une suite d'images, etc., sont toujours aussi manipulatrices que la parole. Mais en fait, moi, j'ai toujours cherché à voir ce qui se passait entre les trois. Sans peut-être trouver les solutions. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est la route. Voilà. Pas forcément la solution. Tout à l'heure, nous évoquions le fait que j'avais analysé, perçu, ressenti que votre traitement de l'image était résolument moderne, en fait. J'ai trouvé que l'album Éléphant l'était aussi particulièrement, dans la mesure où, encore une fois, ça raconte... enfin, moi, j'y ai trouvé, en tout cas, l'histoire de la rencontre avec la peur, puisque pour moi, il s'agit d'un éléphanteau qui aurait peut-être peur, mais une vraie peur, pour le coup, pour la première fois, puisqu'il est menacé par les loups ou les hyènes. Et ce que j'ai trouvé résolument moderne dans le traitement on va dire aussi de la narration et de l'information, c'est qu'il s'appelle Éléphant et pas les loups ou les hyènes, en fait. Et que du coup, il se place du point de vue de la victime, pas forcément du bourreau. Au-delà du fait que, pour moi, cet album véhicule aussi un amour pour les éléphants, peut-être, et le peuple éléphant. Oui. Sûrement. Donc, en fait, vous associez moderne et victime. J'associe moderne et victime c'est parce que dans le traitement de l'écoute et de la parole qui se libère, par exemple, d'un point de vue féministe en ce moment, ou des choses. Mais bien sûr que non, c'est pas moderne.
les victimes et la peur. Quand vous avez, pour la deuxième fois que vous utilisez le terme moderne, donc je me demandais si c'était sur le plan graphique ou sur le plan des idées. Comme là, ça semble être plus sur le plan des idées. Alors, je pense que ce que vous voulez dire par moderne, c'est contemporain. Probablement. C'est ça qui serait contemporain. Et sur le plan graphique, ce qui serait contemporain, c'est le fait d'avoir des formes, d'utiliser des formes, mais malgré tout, d'avoir des formes très épurées. Et qu'il faut apprendre à regarder sans légende. Et qu'il faut apprendre à regarder sans légende, mais je vous ferai remarquer quand même que toute la peinture, depuis les origines, est sans parole. Complètement, mais la conférence, la rencontre entre nous deux ne va pas jusque-là. Voilà, et c'est en ça que, pour moi, je dirais que c'est, je dirais pas que c'est moderne, je dirais que c'est très traditionnel comme manière de traiter l'image, sauf que ce qu'il y a d'actuel, ça va être justement le fait d'utiliser des formes épurées, mais pas le fait de ne pas mettre de texte. Et pour ce qui est de l'autre modernisme, c'est-à-dire prendre le point de vue de la victime, ben je pense que c'est un peu la même réflexion, c'est-à-dire que ce qui peut-être, à mon avis, vous frappe, c'est que je vais parler par exemple dans un quai, on ne sait pas qui est la victime ou le bourreau, il n'y en a pas spécialement, mais dans celui-là, ou peut-être dans d'autres, c'est le fait que les images soient sans parole pour vous dire ce qui s'y passe, qui permet au lecteur de laisser monter ses émotions. Et c'est peut-être le parallèle qu'on ferait avec le fait qu'en ce moment, il y a plus d'écoute de la parole de les victimes, c'est que on va être plus attentif aux émotions personnelles des gens et à leur traitement. Mais le fait de traiter des émotions, là encore, c'est très traditionnel. Oui, c'est vrai. Je vous l'accorde. Et est-ce que vous avez un amour particulier pour l'éléphant ? Alors, l'éléphant, c'est un animal, un peuple, comme vous disiez tout à l'heure, avec justesse, qui est très intéressant, parce que on comprend très bien, on comprend très bien leur mode d'être dès qu'on s'intéresse un petit peu à eux, parce que c'est des groupes familiaux, donc ça nous parle. Ce sont des gens qui ont un rapport à la mort, donc qui est là encore comme nous, très anciens. Et la modernité, d'ailleurs, justement, actuellement, c'est que ce rapport à la mort est nié. Et donc, eux, ils vont sur les tombes de les lieux où leurs amis sont morts et ils y reviennent. Il y a des cimetières d'éléphants, etc. Donc, ils sont comme nous. Nous, ça fait peut-être 100 000, 200 000 ans. Les premiers hommes, on s'aperçoit qu'ils étaient déjà en train d'enterrer leur mort, d'avoir des rites funéraires, etc. Et la modernité de notre histoire très contemporaine, c'est que c'est quelque chose qui semble complètement sorti de la tête des gens, puisqu'on a laissé mourir pendant cette crise des personnes âgées sans que ces gens qui ont dû être dans un moment de déréliction absolument incroyable puissent serrer dans leurs bras ou tenir les mains de leurs enfants ou petits-enfants, qu'on a cette histoire de cet homme qui a voulu aller voir son père à l'île de Ré, qui avait obtenu l'autorisation du commissariat de police de sa ville et qui a été arrêté par un gendarme qui, en fait, avait perdu toute humanité puisqu'il n'a pas été capable de lâcher cet homme et qu'il l'a empêché d'aller voir son père au moment de mourir. C'est-à-dire que 100 000 ans d'humanité ont été rayés de cette année d'un coup de plume. Je trouve ça gravissime. Ça l'est.
J'ai trouvé votre album Révolution très politique, en tout cas. Est-ce que vous nous raconteriez comment celui-là est né au milieu des autres, en fait? Quel était le projet? Le projet, c'était des couleurs d'abord, comme toujours. C'était du cinéma d'animation, parce que pour faire mon album Quai, j'avais fait une petite formation sur le scénario au Gobelin, et là on avait des cours un peu sur le dessin animé, de l'histoire du dessin animé, et j'avais beaucoup admiré un certain nombre de dessins animés soviétiques avec des couleurs noir, rouge et blanc. Donc j'ai repris ce thème en le traitant à ma manière, et en réfléchissant, c'était une réflexion sur ce monde où régulièrement des gens se lèvent pour renverser les pouvoirs qui les oppressent, mais ces gens-là, en fait, prennent la place des oppresseurs. Et donc, du coup, j'ai fait cet album, Révolution, qui veut dire, en fait, qui me semblait être une révolution, c'est une révolution des astres, ils reviennent toujours au même endroit. Et voilà, et donc c'était une réflexion comme ça. Il est très beau en tout cas. Diriez-vous de Je suis amoureux, cet album qui nous montre un chien, je vais l'appeler errant, recueilli par un maître, on va dire ouvrier, qui tombe amoureux d'une chienne dite à pédigré, qui vit dans une maison bourgeoise. Est-ce qu'il a été un moyen pour vous d'évoquer cette histoire de classe sociale, de déterminisme? Alors, pas comme ça. C'est plutôt... c'est parti d'une histoire vraie. C'est-à-dire que au café de mon quartier, du coin, le cafetier le patron du café avait récupéré un chien errant à 6 mois, et qui s'appelait Ringo. Et ce chien habitait dans ce café, et sa vie personnelle était quand même très intéressante, parce que pendant les 6 premiers mois de sa vie, il avait appris à se débrouiller tout seul. Et c'était un chien qui allait se balader, il montait dans les bus, il allait en banlieue, il revenait, il avait des grosses bagarres. Donc il était très abîmé physiquement, il avait des morsures, les oreilles à moitié arrachées, etc. Et il avait un patron qui était une baraque en pleine ville de Paris, et tous les deux étaient des personnages pour moi vraiment intéressants. Et donc je les regardais comme ça de loin. Et moi j'habitais dans un immeuble où il y avait une grille avant d'entrer. Et ma petite chienne, du coup, pouvait volontiers aller dans le jardin, si on peut dire, jouer avec les enfants. Et du coup, Ringo avait découvert qu'il y avait une petite chienne. Donc, il venait régulièrement se mettre devant la grille, intéressé. Donc elle aussi, un peu intimidée quand même par ce boyau, parce qu'il était quand même assez impressionnant. Elle était là, elle venait le voir, mais elle allait vite rejouer avec les enfants. Et je me suis rendu compte qu'un des personnes qui habitaient l'immeuble chassait Ringo à coups de pied, tellement il trouvait ça odieux d'avoir un chien qu'il pensait être un chien errant, ce qui n'était pas le cas du tout, devant lui. Et du coup, j'ai raconté cette histoire en faisant un peu un roman, quoi. Mais c'était plutôt en l'honneur de Ringo et sur la capacité des chiens à se débrouiller dans la ville, parce que c'était quelqu'un que les policiers avaient du mal à attraper quand ils le voyaient errer dans la ville et s'attaquer avec d'autres chiens. Et comme il avait son collier, le patron du bar était obligé d'aller chercher au commissariat de Pantin ou d'ailleurs. Voilà, c'était plutôt pour raconter cette histoire un peu et lui donner un peu à la Disney, une histoire romantique mais
toute façon, pour ce qui est du déterminisme, je pense que, à la fois, qu'il y a beaucoup de difficultés pour beaucoup, qu'il y a des rapports de classe et des rapports de force très forts, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Donc je pense qu'il y a des forces intérieures des gens qui leur permettent... je pense qu'on est dans des rapports de force, en fait, entre exactement comme les animaux, entre eux. Ils ont des rapports de force aussi. Et donc, je pense que Ringo était l'exemple même du seigneur et maître dans son... Même s'il avait l'air d'être le pauvre, en fait, il ne l'était pas dans les faits, il était le contraire. Je crois que le dernier ouvrage qui a été édité est un guide qui s'intitule « Reconnaître les saints dans les musées et les églises », qui est un guide pratique. Comment est-ce que vous en parlerez de ce projet, en fait ? Ah oui, ça, c'était un projet c'est une histoire qui est née il y a très longtemps. C'est quand je faisais visiter des musées à mes enfants, ou des églises, ils me demandaient toujours « c'est qui ça ?» Et j'étais obligée de me plonger sur l'étiquette pour essayer de voir de qui il s'agissait. Et j'avais acheté quelques livres, enfin j'en avais feuilleté un, et essayé d'en acheter un, mais qui était très difficile à lire, très érudit. Donc au bout d'un moment, j'avais proposé à un de mes éditeurs de faire un petit guide pratique très simple, comme ça, parce que en me renseignant, en fait, je m'étais rendu compte que la peinture religieuse depuis très longtemps, en fait, était très codée. Oui. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit guide très très simple, en reprenant des images que je simplifierais, des images qui ont été faites par des grands peintres ou des sculptures, dont je prendrais juste les traits pour faire ressortir les codes. Comme par exemple, Saint François d'Assise, il a une corde avec 3 nœuds, et en fait, ça correspond au vœu qu'il fait, ces 3 nœuds. Si on ne le sait pas, on ne peut pas comprendre. On perd quelque chose, oui. Et si vous ne le faites pas et que vous voulez représenter ce personnage, et que vous ne mettez pas les 3 nœuds, c'est que vous n'avez rien compris. Et les gens des siècles anciens ne comprendraient pas du tout ce que vous faites. Donc, ce qui m'amusait, c'était toute cette culture que, par exemple, les gens qui font de l'histoire de l'art ou qui font l'école du Louvre, ils la connaissent très bien. Ils se promènent constamment avec leur Jacques de Voragine dans la poche. Parce que quand ils vont aller regarder des musées, des trucs comme ça, il faut qu'ils puissent reconnaître les personnages. Donc, je me disais que c'était... j'ai fait un peu pour mes enfants et mes petits-enfants, qu'ils aient des clés pour repérer... alors, cet éditeur a refusé parce qu'il avait trop peur qu'il y ait une connotation religieuse. Absolument pas. Et... l'éditeur avec lequel je fais, qui est ma fille, heureusement, je ne l'ai pas élevée dans la région catholique, mais elle est très, intéressée par notre culture, parce que comme elle a fait l'Angzo, elle s'est d'abord beaucoup intéressée à la culture des Indiens d'Amérique latine, de l'Éthiopie, etc. Et du coup, à la sienne. Et elle s'est rendue compte que... donc du coup, c'est elle qui l'a édité, parce que c'était... ça ne la dérange pas. Voilà. Oui. Mais je pense que, voilà, de toute façon, c'est des choses qui vont revenir, parce que la peur de la religion, c'est un passage, en fait. Oui, et puis ça aussi, ça pourrait être très contemporain, et il serait peut-être très nécessaire que les gens connaissent les religions, en leur autant en leur dimension morale, mais en tout cas connaissent leurs histoires. Là, leurs histoires, oui. Voilà, exactement. C'est peut-être important
Oui, c'est actuellement. important. Sans ça, vous ne comprenez rien du tout. Et puis, ça permet aussi de remettre les religions à leur place de récits mythiques. Exactement. Parce Fondateur. qu'on apprend beaucoup aux enfants les mythes de la Grèce ancienne, et c'est merveilleux. Ou de l'Égypte. Moi, je me souviens de mon fils faisant un exposé, un documentaire, un exposé en classe sur l'Égypte ancienne. C'était du boulot. Il fallait que les parents soient derrière. Oui. Et donc, on pourrait leur faire un documentaire sur les saints. Mais on ne le fait jamais parce que c'est une religion trop proche. On a peur que... Voilà. Je pense que voilà, ce récit mythique, ça permet de mettre la religion à distance. Complètement. Après, les gens, par exemple, qui s'intéressent à la Grèce ancienne, à Jupiter, etc., ils vont être parfaitement au courant, ils vont très bien comprendre, ils vont écrire des livres et des sommes scientifiques sur le sujet. Je doute qu'ils aillent sacrifier ou offrir des sacrifices à Jupiter. Voilà. Donc on peut faire les deux, puisque je pense aussi, c'est que par exemple, si on prend les idéologies contemporaines, ce sont des mythes aussi que nous sommes en train de créer, donc qu'on pourra très bien qui marcheront ou qui ne marcheront pas. Mais, ou alors, au contraire, par exemple, Star Wars, j'ai vu qu'il y avait des gens qui... j'avais vu qu'il y avait des Anglais, ils se disaient de cette religion-là. Voilà. Ouais. Donc, on a besoin de mythes, en fait. Complètement. Et on les crée. Sarah, ce sera ma dernière question. Quels sont les autres artistes, les auteurs, les auteurs de littérature jeunesse aussi, qui vous ont nourri et qui continuent de vous nourrir? Alors, ce qui m'a nourri, c'est beaucoup des peintres de la Renaissance, ou alors des peintres comme Gauguin ou comme Matisse, qui ont été très importants. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est beaucoup le cinéma aussi, oui. Des films comme le Septième Saut, qui graphiquement était très important pour moi, que je trouvais absolument super, très intéressant, mais aussi, donc dans le cinéma, il y en a beaucoup aussi, et dans la littérature jeunesse, en fait, je pense que je ne connaissais pas bien la littérature jeunesse avant de faire mes albums. Je connaissais Yvan Pommeau. Mm-hmm. Voilà, je pense que parce que j'adorais sa manière de faire, ce mélange homme-animal, etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais je les connaissais pas beaucoup. Je les ai découverts en faisant, en fait. Merci.